Peut-être que l'estime de soi a été mal comprise dès le départ. Ce n'est pas s'aimer, c'est se supporter en silence. Avez-vous remarqué que ceux qui parlent le plus d'amour-propre sont, presque toujours, ceux qui dépendent le plus des applaudissements? Un employé qui ne se sent en paix que lorsqu'il est reconnu. Une artiste agitée sans mention « j'aime ». Un méditant qui cherche à être validé pour être évolué. Cette dépendance, même déguisée en connaissance de soi, révèle un malaise face à sa propre présence. Le Tao n'exige pas l'acceptation extérieure, il invite à revenir à l'état antérieur aux besoins d'approbation. Seul ce qui est vide peut contenir le tout. Pourquoi avons-nous si peur de regarder ce vide? Il est curieux de voir comme nous confondons présence et évidence, comme si seules existaient les choses visibles. Le Tao, cependant, enseigne. Ce qui s'affirme trop, c'est déjà perdu de soi. La véritable estime de soi n'a pas besoin d'être proclamée, elle est. Mais cela semble étrange à une époque où l'identité est devenue récit et la valeur, performance. Cela paraît illogique, mais ce qui est plein n'a pas besoin de bouger. Tout comme la racine ne s'exhibe pas, mais soutient. Peut-être que l'estime de soi, c'est cela. Cesser l'élan de prouver. Qui seriez-vous si vous arrêtiez de vous raconter? Pourriez-vous exister sans vous référer à personne? Pas socialement, mais symboliquement. Sans miroir, sans repère, sans public intérieur? Que reste-t-il quand cessent les reflets? La plus grande partie de ce que nous appelons personnalité est une réaction à des exigences non choisies. Ce que nous appelons estime de soi, bien souvent, n'est que la sensation de gagner dans une structure que nous n'avons jamais remise en question. Le Tao ne valide pas cette structure, il l'observe se dissoudre. Avez-vous le courage de perdre l'image que vous avez construite de vous-même? Bouddha, en quittant le palais, ne cherchait pas la souffrance, il cherchait le réel. Tout comme Zhuangzi, qui rêva qu'il était un papillon et se réveilla sans savoir s'il était un homme ou un rêve. Le symbole est clair, une identité fixe est une illusion. Seul ce qui suit le flux reste entier. Le Tao le montre sans bruit, le moi qui cherche à être vu s'est déjà égaré. Le papillon ne se demande pas s'il est beau, il vole. Cette liberté intérieure n'est pas du mépris, c'est un détachement du théâtre. Plus nous nous attachons à la forme, plus nous nous éloignons de la source. En 2019, une étude de l'Université du Michigan a révélé que le pic d'anxiété chez les jeunes adultes coïncide avec le sommet de l'exposition personnelle sur les réseaux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. S'exposer ne génère pas l'estime de soi, cela crée une vulnérabilité psychique quand la base est fragile. C'est le même principe qui fait éclater le vase fin. La pression vient de l'intérieur, mais la rupture vient de l'extérieur. Quand l'estime de soi dépend du retour externe, elle devient un système de survie, non de présence. Voulez-vous être aimé ou supporté par vous-même? Beaucoup pensent que la discipline, l'intégrité et le soin de soi sont des impositions morales. Le Tao les voit autrement, ce sont des expressions du flux aligné. De même que la rivière n'a pas à décider par où couler, elle suit simplement le terrain. L'être qui s'écoute ne force pas, il répond. C'est cela le Wu Wei, une action qui ne blesse pas le chemin. Prendre soin du corps, honorer les limites, préserver le focus, ce n'est pas de la vanité, c'est de la cohérence énergétique. Il n'y a d'estime de soi que là où il y a de la structure. Là où il y a une racine, il n'y a pas de peur du vent. Si quelque chose ici vous trouble, permettez-vous d'observer sans vous défendre. La conscience ne s'impose pas, elle mûrit avec la bonne question. Qu'est-ce qui, en vous, tente encore de convaincre le monde? Et qu'est-ce qui, en vous, pourrait simplement être, sans effort? Le Tao ne vous donnera pas de réponse toute faite, mais il révélera ce que vous savez déjà, sous le bruit. Si vous le souhaitez, suivez-moi. Démêlons ensemble les fils qui confondent l'essence et l'apparence, la valeur et la vanité, la force et le bruit. En 1969, un jeune moine vietnamien marchait le long de la frontière entre le Laos et le Cambodge. Ses pieds nus foulèrent la terre chaude, mais son esprit portait une question. Comment rester entier dans un monde en ruine? La guerre résonnait encore, des villages brûlaient,
et beaucoup avaient déjà tout perdu, jusqu'au sens. Sur ses épaules, un sac de riz. Dans ses yeux, une sérénité qui contrastait avec le paysage. Ce n'était pas de l'insensibilité, c'était du silence. Thich Nhat Hanh avait appris à marcher comme on prie, non parfois aveugle, mais par écoute véritable. Il ne fuyait pas le chaos, mais ne s'y laissait pas happer non plus. Ce qui le soutenait n'était pas une idée de paix. C'était une pratique intérieure, invisible. Il dormait peu, parlait encore moins, mais écoutait profondément. Des personnes venaient à lui, désespérées, en quête de conseils ou de miracles. Il n'offrait pas de solution. Il offrait sa présence. Pour beaucoup, cela paraissait peu. Mais il suffisait de passer quelques minutes en sa compagnie pour sentir que quelque chose, là, ne s'agitait pas, même sous le vacarme extérieur. Comment peut-on rester si présent au cœur du désespoir? La tension naissait justement là. Est-il possible de ne pas s'effondrer face à l'effondrement? Cette question n'a pas de réponse théorique. Mais Thich Nhat Hanh a incarné la réponse. Tandis que les bombes tombaient, il arrosait des plantes. Tandis que les villages pleuraient, il enseignait aux enfants à observer leur respiration. Ce n'était pas de l'aliénation, c'était un retour au centre. Il comprenait l'archétype du guérisseur blessé, celui qui reconnaît sa propre limite et, de ce fait, peut servir. Son silence n'était pas une fuite, c'était une structure. Sa pratique n'était pas esthétique, c'était une survie intérieure. Il ne se protégeait pas de la douleur du monde, mais n'offrait pas non plus son corps au chaos. Il se tenait entre, comme un bambou ferme et creux. En termes psychologiques, il avait dissous la persona du sauveur. Il n'avait pas besoin de paraître éclairé. Il n'avait besoin de rien paraître. Il respirait. Et cela soutenait la réalité autour de lui avec plus de force que 1000 discours. Il avait compris que l'estime de soi n'est pas un pouvoir sur les autres, mais une fidélité silencieuse à ce que l'on est, même sans garantie. Son ombre était intégrée. Il ne devenait pas agressif face à l'injustice, mais ne devenait pas passif non plus. Il y avait de l'ambiguïté, fermeté sans dureté, présence sans attachement. C'était une âme qui avait fait taire le bruit intérieur. Mais cela n'est pas né de rien. Jeune, lui aussi cherchait l'approbation. Il voulait plaire à ses maîtres, voulait être vu. Dans ses journaux, il décrit son désir d'être reconnu comme un bon moine, un homme bien. Jusqu'à ce que, en soignant des blessés sans ressources, il comprenne que le désir d'être bon était, en soi, une distraction. Le Tao dit « Plus on cherche à paraître vertueux, plus on s'éloigne de la vertu. » Le basculement a eu lieu là, quand il a cessé de vouloir être bon et a commencé à simplement être avec ce qui est, avec compassion, mais sans image de soi. Le moi symbolique est mort, cette mort est nécessaire. Carl Jung parlerait du passage de la persona au soi, la chute du masque fonctionnel pour que le véritable centre émerge. Thich n'était pas un symbole en soi. Il était l'incarnation du principe qui refuse d'être réduit à un symbole. Et peut-être est-ce pour cela qu'il en est devenu un. Comme tout véritable chemin intérieur, sa vie ne fut pas une quête de victoire, mais de soutien. Non pas chercher la paix, mais devenir espace pour qu'elle advienne. Et dans cet espace, l'estime de soi cesse d'être un concept psychologique pour devenir une posture énergétique. Être entier sans avoir besoin d'avoir raison. Si cela vous a touché, peut-être que le centre que vous cherchez tente déjà d'émerger en silence. Si quelque chose en vous se souvient qu'il existe une autre façon d'être au monde, plus ferme, plus calme, plus claire, alors envisagez de rester. Ici, chaque histoire est une lentille pour accéder à l'invisible qui soutient le réel. Abonnez-vous si vous souhaitez poursuivre ce retour au centre. Et laissez un like pour que d'autres puissent se souvenir de ce qu'ils n'auraient jamais dû oublier. Dans l'épisode de Thich Nhat Hanh, il y a plus que de la discipline ou de la sérénité. Il y a une structure interne organisée selon des lois qui ne sont pas visibles mais profondément opérantes. Psychologiquement, il n'était pas prisonnier de la persona, cette couche que nous utilisons pour être acceptés. Spirituellement,
Il s'était abandonné au Tao, qui n'est ni un dieu ni une doctrine, mais le flux impersonnel de la réalité. L'absence de réactivité n'est pas de l'apathie, c'est la transcendance de l'ego conditionné. Il n'évitait pas la douleur du monde, mais ne la dramatisait pas. Cela montre un niveau de maturité intérieure rare, celui de l'action qui naît du centre et non du manque. Dans le taoïsme, cet état est appelé Wu Wei, l'action sans effort contre la nature des choses. Dans l'hindouisme, cela serait comparable au karma yoga, agir sans s'identifier aux fruits. Dans le bouddhisme, c'est shunyata, le vide fertile, où il n'y a ni attachement ni rejet. Dans tous les cas, le point central est le même. Le moi personnel se dissout comme noyau de contrôle, et quelque chose de plus vaste commence à opérer à travers l'individu. En psychologie jungienne, cela marque la traversée de l'individuation, quand l'ego s'incline devant le soi. Ce processus ne se produit pas par effort, mais par écoute. L'écoute est le portail. La couche émotionnelle de ce voyage est marquée par l'ambivalence. Il faut traverser la peur d'être inutile, invisible, sans importance. Ces peurs sont des résidus du moi social, qui a été conditionné à mesurer sa valeur par son utilité ou sa mise en avant. Quand Tic arrosait des plantes pendant que le monde brûlait, ce n'était pas de l'insensibilité, c'était du détachement. Cela demande une confiance qui n'est pas émotionnelle, mais archétypale, une fidélité à l'invisible. Le Tao opère avec précision, mais sans anxiété. La fleur ne presse pas sa floraison. Celui qui tente d'anticiper le fruit blesse la graine. L'estime de soi véritable fleurit quand il y a abandon au temps de l'être. Sur le plan existentiel, ce qui est en jeu, c'est la source de l'identité. Qui sommes-nous quand ce que nous faisons cesse de nous définir? Dans la structure symbolique, c'est la traversée de l'ombre. L'ego se construit autour du faire. Le soi émerge dans l'être. Tish soutenait le monde, non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il avait dissous le besoin de l'être. Il n'avait pas besoin d'être quelqu'un, car il était déjà plein dans le vide. Voilà le paradoxe. Seul ce qui se vide peut contenir le tout. L'identité qui refuse de se figer devient un canal de l'éternel. Ainsi, l'estime de soi n'est pas l'estime de soi, c'est l'absence d'image de soi comme nécessité. Les schémas invisibles qui soutiennent cette structure sont simples et universels. Toute réalité est façonnée par des lois subtiles, impermanence, interdépendance, non-identification. Dans l'hermétisme, ce serait la loi de correspondance et celle du rythme. L'intérieur et l'extérieur dansent ensemble, et tout a son cycle. Quand nous essayons de figer la forme, nous résistons au Tao. Quand nous coulons avec lui, nous trouvons l'axe. Le langage universel qui organise ces principes est symbolique. L'eau coule, le feu transmute, l'air observe, la terre soutient. L'être éveillé apprend à se mouvoir entre les éléments avec sagesse. C'est à ce point que l'estime de soi prend son véritable sens, non comme sensation de valeur, mais comme fidélité aux flux essentiels. Ce qui semble être de l'estime de soi est souvent seulement une défense contre le vide. Mais quand le vide est accepté, la structure se réorganise. La discipline émerge naturellement, les limites deviennent claires, le soin de soi cesse d'être un sacrifice. Il n'est plus nécessaire de se convaincre de quoi que ce soit. Comme le disait le Tao Te Ching, sans sortir de chez soi, on connaît le monde. Sans regarder par la fenêtre, on voit le chemin du ciel. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une cartographie intérieure. La carte, c'est le silence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être êtes-vous prêt pour cette écoute. Plus qu'un changement d'habitude, il s'agit d'un retour à l'état antérieur à l'effort. Il n'y a rien à conquérir, seulement quelque chose à reconnaître. La réalité est déjà organisée selon des principes qui n'exigent pas de contrôle, mais de perception. Et plus vous voyez, moins vous avez besoin d'affirmer. Restez. Respirez. Et si vous souhaitez continuer à écouter ensemble, abonnez-vous à la chaîne, non comme acte social, mais comme petit geste de rappel. Il est possible de vivre autrement. Il y a des moments où quelque chose en nous se calme face à l'évidence.
Tu fermes une porte et tu sens que quelque chose s'est conclu au-delà du geste. Ou tu arroses une plante et tu pressens que tu prends soin de quelque chose de bien plus ancien que tes volontés. Ces synchronicités subtiles ne sont pas magiques, ce sont un langage. Le Tao communique sans mots, par fréquence, et lorsque tu es suffisamment présent, l'ordinaire devient extraordinaire. La vie est déjà pleine de signes. Ce qui manque, ce n'est pas la magie, c'est l'attention. Tu remarques ce qui change en toi quand tu marches sans hâte? Commence par cela. Une seule minute par jour de marche délibérément lente, non pas pour te détendre, mais pour t'aligner. Choisis un trajet court. Cela peut être à l'intérieur de chez toi. Ressens le poids du corps, écoute les sons, observe la lumière. Ne pense pas, perçois. L'esprit cherchera à remplir l'espace avec des histoires, des listes, des opinions. Observe et reviens. 1 minute. Le Tao n'exige pas d'effort, il exige de l'écoute. Et cette pratique, bien que minuscule, commence à réorganiser ta relation au temps, au corps et au propre désir d'accélérer. Pour faire de ce geste un rituel, choisis un objet simple qui représente le centre. Cela peut être une pierre, une feuille, un cordon. Ce qui importe, ce n'est pas la valeur de l'objet, mais l'intention que tu y déposes. Chaque fois que tu feras cette marche, touche l'objet avant de commencer. Il sera ton ancre symbolique, un rappel que tu es déjà là où tu dois être. Ce type d'association, entre action et signification, est fondamental dans la psychologie archétypale. Le symbole ne remplace pas l'expérience, il la guide, il ancre l'invisible. Ce geste simple active un champ profond. En marchant lentement avec conscience et intention, tu retrouves l'axe. Le corps tout entier commence à apprendre qu'il n'est pas nécessaire de courir pour exister, qu'il n'est pas besoin de produire pour avoir de la valeur, qu'être suffit. Et plus tu pratiques, plus tu perçois que beaucoup de ce que tu appelais urgence n'était que du bruit. L'estime de soi silencieuse émerge dans ces instants, quand tu n'essaies pas d'être, ni de prouver, tu es simplement, comme l'eau qui coule sans chercher à être remarquée. Ce rituel, bien que petit, réorganise ton champ attentionnel. La répétition silencieuse d'un geste porteur de sens conduit l'inconscient hors du chaos. Dans le taoïsme, c'est le début du cultivé. Tu ne forces rien, mais tu prépares le terrain pour que la clarté puisse éclore. Il n'y a ni objectif, ni promesse. Il y a la présence. Et lorsque la présence devient habitude, elle commence à dissoudre les schémas invisibles d'autopunition et de comparaison. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais cela commence au moment où tu cesses de courir. Concrètement, tu peux utiliser ce même objet comme un petit hôtel personnel, un lieu visible, propre, silencieux. Il n'a pas besoin de comporter de symboles religieux, seulement ce qui te rappelle de revenir. Le Tao n'exige pas de dévotion, mais de la cohérence. Chaque jour, en le voyant, fais une respiration consciente, cela suffit. Et avec le temps, tu remarqueras que la véritable estime de soi ne crie pas, ne s'exhibe pas, n'exige pas. Elle murmure au centre avec une fermeté sereine. Et dans ce murmure, tu te reconnais. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Quel geste silencieux te relie le plus à ton centre? Quel objet simple pourrait devenir ton ancre? Partage-le ici en commentaire. Ton écoute pourrait éclairer le chemin d'un autre. Et si quelque chose dans cette vidéo a résonné, souviens-toi que ton attention est ton énergie. Un like et un mot sont déjà des façons de poursuivre cette conversation invisible, avec le Tao, avec la vie et avec toi-même. Si rien n'a besoin de changer pour que quelque chose change, qu'est-ce qui est encore poussé avec force? Le Tao n'a jamais imposé de transformation. Il montre simplement ce qui est déjà prêt à cesser de résister. L'eau n'essaie pas de traverser la roche, elle trouve un chemin. La sagesse ne réside pas dans le fait de forcer la fluidité, mais dans celui de percevoir quand nous sommes déjà l'obstacle. Luttez-vous encore contre le virage de la route ou vous inclinez-vous déjà avec elle? Le point de bascule n'est presque jamais grandiose, il survient en silence. Et il ne peut être reconnu que lorsque cesse le besoin de contrôle. Peut-être que l'estime de soi est, au fond, un autre nom pour la quiétude.
pas une apathie, mais une clarté. Je ne suis ni ce que je pense, ni ce que les autres projettent. Je suis ce qui demeure quand les rôles cessent. Quand je n'ai plus besoin de paraître juste, fort, utile ou intéressant. Cette vérité, lorsqu'elle émerge, n'a pas besoin d'être expliquée. Elle est perçue. Et, une fois perçue, elle réorganise notre manière de toucher le monde. Marcher avec ce centre, c'est marcher sans hâte. Et tout ce qui marche sans hâte dure plus longtemps. Il existe un point où l'effort devient inutile et l'action redevient dense. Non parce que tout est résolu, mais parce qu'on ne résiste plus à ce qui est. La personne que vous avez besoin d'être est déjà contenue dans celle que vous êtes maintenant. Ce qui empêche l'écoute, c'est le bruit de l'excès. Et l'excès, presque toujours, est une demande déguisée d'appartenance. Quand cela est vu, la quête perd son sens. Et dans le vide de la quête, quelque chose de plus essentiel se révèle. Non la fin d'un chemin, mais le début d'un autre regard. Alors ne vous précipitez pas pour vous résoudre. Observez, marchez, respirez. Et si vous le pouvez, asseyez-vous au bord de ce que vous ne comprenez pas encore. Trop de silence est gaspillé en explications. Trop de paix est évitée par peur de ne pas être reconnu. Mais la reconnaissance que vous cherchez ne se trouve pas chez l'autre. Elle réside dans l'instant où vous vous voyez sans besoin d'artifice. Cette nudité intérieure n'est pas une faiblesse, c'est une liberté. Et tout ce qui est libre n'a pas besoin de prouver son existence. Ceux qui regardent de l'extérieur peuvent ne percevoir aucun changement. Mais celui qui sent de l'intérieur sait. Le monde a commencé à tourner autour d'un autre axe. Petit, silencieux, inévitable. La beauté, c'est que personne n'a besoin de le savoir, juste vous. Car l'estime de soi n'est pas un miroir social. C'est une relation entre ce que vous ressentez et ce que vous soutenez quand personne ne vous regarde. Et lorsque cette cohérence intérieure émerge, le monde entier commence à se réorganiser autour d'un centre qui n'exige pas de forme. Le Tao ne conclut jamais. Il tourne, dissout, revient. C'est pourquoi il ne faut pas attendre une clôture. Attendez une ouverture. Tout ce qui a été dit ici n'est qu'une invitation, non pas à changer de vie, mais à écouter la vie qui cherche déjà à passer à travers vous. Quand cette écoute devient habitude, vous ne devenez pas meilleur, vous devenez entier. Et l'entier n'a pas de forme fixe, seulement une présence. Vous sentez quand quelqu'un est entier. Vous savez quand vous-même l'êtes. Et maintenant, je te laisse avec cela. Qu'est-ce qui, en toi, est déjà entier, mais n'a pas encore été écouté? Quelle part de toi coule déjà, mais que tu insistes à contenir? Si quelque chose ici a résonné, partage. Non par vanité, mais pour que d'autres se rappellent ce qu'ils savent déjà. Cet espace est à nous, non pour les réponses, mais pour la présence. Écris en commentaire ce qui t'a traversé. Et si tu veux poursuivre ce chemin de silence, de symboles et de sens, sache qu'il y a une place. Il suffit de rester.